poète Paul Éluard, de son vrai nom Eugène Grindel, est mort le 18 novembre 1952. Il était né 57 ans plus tôt, le 14 décembre 1895, à Saint-Denis, Seine. Claude Roy. Il tenait d'ailleurs beaucoup à être un enfant de Paris, un enfant de la banlieue parisienne, un enfant de ces banlieues noires de Saint-Denis où son père avait été marchand de biens. Et c'est à ce détail de la biographie du père d'Éluard que nous devons une des choses les plus surprenantes qui est dans la banlieue parisienne, parce qu'Éluard avait pris sur lui la responsabilité de baptiser des rues dans des quartiers nouveaux, dans des lotissements qu'établissait son père. Et grâce à Paul Éluard, il y a à Saint-Denis une rue Gérard de Nerval, une rue Guillaume Apollinaire, une rue Charles Cros. Il y a eu, me disait-il, mais elle a disparu, je n'ai jamais pu en trouver la trace, une rue Lautréamont, mais la rue Germain Nouveau existe toujours. Paul Éluard se marie 3 fois, avec Gala, Nouche, Dominique. L'amour tient une grande place dans sa vie et dans son œuvre. Pierre Naville. Quand même, nous pourrions plutôt, en recourant à un vocabulaire que d'ailleurs je n'aime pas beaucoup, parler de lui comme d'un libertin plutôt que d'un ascète. Je ne sais pas si ce que je dis là peut étonner, mais enfin, n'importe qui peut supposer qu'une poésie qui n'est nourrie que d'amour n'est pas nourrie que d'ascèse, n'est-ce pas? Yann Deriaz. Paul disait que les 2 choses qu'il aimait le plus, qu'il détestait le plus au monde, c'était les hommes et les chevaux. Et les 2 choses qu'il aimait le plus au monde, c'était les femmes et les écrevisses. Jacqueline Duhem. Je crois qu'il faisait la cour à presque toutes les dames parce Paul aimait beaucoup les femmes et qu'il la faisait très joliment, toujours en choisissant ses mots avec beaucoup de charme, beaucoup de tendresse, et que c'était une espèce de généralité pour lui parce qu'il parlait à une femme, il parlait à toutes, un peu, à travers une. Il est mobilisé en 1914. Sa révolte contre la guerre l'amènera au mouvement Dada, puis au groupe surréaliste. Il y rencontre entre autres un Allemand, Max Ernst, un Américain, Man Ray, Georges Sadoul et Pierre Naville. J'ai là sous les yeux un petit témoignage, n'est-ce pas, qui date de 1925. Éluard m'écrit dans un mot qu'il faut publier les extraits d'une lettre de cet ami dans lequel il est dit « Non, vraiment, ce n'était pas si amusant que cela. Et si je meurs, crois bien que ce sera contre la France. » Vous comprenez le sens de ces termes. C'était l'esprit de ceux qui se rebellaient contre ce qu'on baptisait à l'époque la guerre du droit, la guerre de la justice, etc. Avant tout, ce que j'en retiens, que c'était une époque absolument tragique, où chaque jour, une nouvelle chose était pour nous une question de vie ou de mort. Et c'est comme ça que Paul vivait, et c'est comme ça que nous vivions tous. Après la défaite de 1940, il entre dans la résistance. Avec Louis Parrot, Jean Lescure, Lucien Scheller, il anime le Comité national des écrivains Zone Nord. Aragon dirige celui de la Zone Sud. Lucien Scheller. Nous avons tous éprouvé le besoin de réunir ces 2 groupes et de constituer vraiment ce Comité national des écrivains, qui n'en était pas encore un, puisqu'il y avait deux groupements différents. Aragon, Elsa Triolet et Georges Sadoul sont à ce moment venus à Paris pour prendre contact avec Éluard et pour organiser définitivement le comité. Avec ses amis surréalistes, il s'était inscrit au Parti communiste français en 1926. Il en fut exclu en 1933. Il y adhère à nouveau dans la clandestinité en 1942. André Verdet. C'était une prise de position politique, je dirais à la fois fondamentale et morale, une éthique morale. Là, toujours, à travers son option politique, Éluard était à la recherche d'un univers de réconciliation. Et je pense que sa position politique a été très sincère, très profonde.
Et je pense qu'Éluard, évidemment, se troublait parfois, était troublé profondément. Mais l'avenir, la puissance d'avenir était tellement forte en lui qu'il cherchait à surmonter ces contradictions et qu'il les résolvait, résorbait, toujours dans ce merveilleux chant d'amour qui était le sien. Les peintres étaient ses amis. Les portraits de Paul Éluard jalonnent l'histoire de la peinture moderne. 1920, Francis Picabia. 1922, Max Ernst. 1930, Salvador Dali. 1932, Valentine Hugo. 1935, Alberto Giacometti. 1936, Pablo Picasso. 1936, Marcoussis. 1941, Pablo Picasso. 1946, André Baudin. 1947, Fernand Léger. 1950, Hans Erny. 1950, Marc Saint-Saëns. 1951, Hans Bellmer. Il fut pour les peintres surréalistes un partenaire dans leurs recherches et un critique attentif. Roland Penrose. Dans Paul, je trouvais quelqu'un qui pouvait traduire ce qu'on sentait dans la peinture en poésie. D'ailleurs, tous ces poèmes sont tellement pleins d'images, n'est-ce pas? Des images tellement vivantes que ça semble vraiment une nature double, n'est-ce pas? Dans laquelle il comprend la peinture aussi bien que la poésie et ses amitiés avec les peintres. Par exemple, avec Max Ernst, il y a ce tableau-là qui appartenait à lui, qu'il avait acheté de Max en 1920 quand il est allé à Cologne. Ces amitiés-là duraient toute sa vie. Max Ernst. On a décidé, voilà, on va faire un autre livre avec des collages et des textes qui illustreront ces collages. Et alors, il me dit, voilà, toi, tu es à Cologne, tu vas m'envoyer les collages, et moi, je vais commencer à faire un texte, je vais te l'envoyer, et toi, tu vas continuer. Et alors, tu vas ou continuer, et même si des choses te déplaisent, ou si tu as des corrections à faire, de dire si tu trouves certains termes qui donnent mieux, je te donne toute l'autorisation, tu peux faire ce que tu veux. Tu vas me renvoyer les textes, et alors là, je vais continuer. Alors, ces textes vont faire la navette entre Paris et Cologne jusqu'à ce qu'il sera parfait. Je dessine les choses que je ne peux pas photographier. Si quelque chose me vient à l'imagination, quand je faisais un dessin où je faisais des graffitis, de petites lignes sur une page sans sujet, j'appelais ça les mains libres parce que je laissais la main travailler tout seul. Et c'est Éluard qui a dit, tiens, ça serait un très beau titre pour un livre. Alors, il a pris mes dessins. Moi, je partais en voyage pour quelque temps. Quand je suis revenu, il m'a dit qu'il avait écrit un poème pour chaque dessin, en gardant les titres de ces dessins, parce que les titres étaient un peu surréalistes. Et pour lui, ce qu'il y avait de plus précieux, c'était ce qu'on voyait par le troisième œil, si on veut, n'est-ce pas, l'œil de l'imagination. C'était une espèce de cristallisation des rêves. Et des rêves qui allaient vraiment très profond dans notre compréhension du monde et de l'homme et de ce qui l'entoure. Il y a des gens qui voient naturellement, qui vivent d'une façon visuelle, et des autres qui vivent d'une façon plutôt littéraire. Et Dieu sait lequel est le plus valable ou lequel est le plus ancien de ces deux modes de l'imagination. Ce qui est de plus riche, évidemment, c'est quand ils se rejoignent tous les deux. Et c'est là que Paul Éluard était un homme d'une vraiment très grande qualité. C'est dommage dans toute l'histoire de la peinture et la poésie qu'il n'y a pas eu plus d'hommes comme ça qui pouvaient réunir ces deux sens. 1952, Pablo Picasso, en souvenir de Paul. 1952. Il vient de mourir. Aujourd'hui, quels souvenirs ses amis gardent-ils de lui? Claude Roy. La première fois que j'ai rencontré Paul Éluard, j'avais bien entendu une image du poète à travers ses poèmes, et il y a eu une sorte de décalage, de surprise. La poésie d'Éluard est extraordinairement cristalline,
transparente, j'avais en face de moi un homme de chair, un homme grand, avec une espèce de poids, de pesanteur, quelque chose de majestueux, et quelque chose qui n'était absolument pas aérien transparent, parce que Éluard, c'était vraiment un homme de sang, irrigué de sang. C'était un homme sanguin. Il y avait chez lui toutes les ressources de la colère, de l'emportement. Les colères d'Éluard étaient d'ailleurs quelque chose de stupéfiant, de terrifiant. Cet homme qui avait une très grande douceur, une très grande attention aux autres, tout d'un coup, cela devenait un volcan. Ses colères avaient quelquefois en apparence un point de départ puéril, anodin. Quand on y regardait de près, il avait raison de se mettre en colère et ce n'était pas pour rien. Docteur Bonafé. Très fréquemment, il y avait quelque chose qui le ressaisissait, qui le reprenait, et où il devenait dur. C'était l'antisémitisme. Il se mettait à parler de l'antisémitisme. Tout d'un coup, comme ça. Et il n'avait pas de qualificatif assez violent, assez dur. Il pouvait exprimer toute sa rancune. Il finissait par dire, il n'y a rien de plus bête, c'est d'une imbécilité monumentale. Il assommait le moindre germe d'antisémitisme qu'il pouvait dépister sous un flot de propos vengeurs. Alors, pour racisme, colonialisme, alors là, ça me mettait hors de lui. André Verdel. Il aimait les hommes, oui, et les hommes avec leurs défauts, avec leurs qualités. Éluard était capable d'aimer son ennemi, était même capable de faire confiance à l'ennemi. Lorsqu'il avait senti dans le cœur de cet ennemi quelque chose qui éveillait en lui l'écho de la tendresse. Et c'est ça la grandeur d'Éluard. C'est d'aller au-delà des apparences, d'aller au-delà des petites contingences sociales, des petites contingences de l'amour. Il voyait toujours grand, Éluard, il voyait toujours immense. Je dirais que son amour se fondait à travers notre planète. On avait l'impression, lorsqu'on était près d'Éluard, de pénétrer au cœur de notre monde, au cœur de notre planète, au cœur des étoiles, au cœur du vaste univers qui nous entourait. Il allait toujours à travers cela pour retrouver quelque chose derrière, pour retrouver l'obscur. Et c'est d'ailleurs à travers cette fascination de l'obscur qu'il cherchait le cœur de la lumière. Il y avait quelque chose de très majestueux, de très noble. Il y avait un côté souverain chez Éluard. C'était un prince populaire peut-être par certains aspects, qui souhaitait l'être, qui savait l'être, mais c'était un prince, certainement. Marc Chagall. C'était un homme, un gentilhomme, mais c'est pas ça. L'homme était charmant, mais c'est pas ça qui me séduit à lui, c'est le poète qui me séduit. Ça sortait de ses yeux, ça sortait de son colère, de son visage, de ses manières de s'adresser, de son écriture, si vous voulez, de sa souffrance spéciale qu'il y avait en lui. C'était un homme amoureux tout le temps. Il était un amoureux, pas vulgairement parlé. Il adorait l'art, c'était un amour. Moi, je ne suis pas capable de faire ce portrait oral comme vous me demandez. Je me rappelle que c'était une impression de quelque chose, de quelqu'un d'irréel. C'était la poésie, seulement la poésie. C'était une personne, la poésie seulement. C'était pas un homme, c'était la poésie. Pour moi, Baudelaire était aussi comme ça, c'était la poésie. Eh bien, je me permets de dire, tout en étant pas critique littéraire, Éluard, c'est de la famille. C'est de cette famille. J'ai senti tout de suite, c'est la poésie de notre siècle. Et je continue de m'incliner devant cette sorte de poésie, toujours. Je fis un feu, l'azur m'ayant abandonné,
un feu pour être son ami, un feu pour m'introduire dans la nuit d'hiver, un feu pour vivre mieux. Je lui donnais ce que le jour m'avait donné, les forêts, les buissons, les champs de blé, les vignes, les nids et leurs oiseaux, les maisons et leurs clés, les insectes, les fleurs, les fourrures, les fêtes. Je vécus au seul bruit des flammes crépitantes, au seul parfum de leur chaleur. J'étais comme un bateau coulant dans l'eau fermée, comme un mort, je n'avais qu'un unique élément. Pierre-Emmanuel. C'est un poème qui est écrit en 1918, encore sous le coup de la guerre. C'est toute une génération de jeunes gens de 20 à 25 ans qui ont été jetés dans une épreuve où ils ont perdu tout leur idéal, toutes leurs illusions, et où ils ont mesuré l'immensité de la détresse et du désespoir humain. Et il s'agit de refaire un monde. Et l'un des premiers actes d'Éluard, c'est justement de se donner la possibilité de faire un monde de nouveau, un monde de l'amour, un monde de la solidarité, un monde de la lumière aussi. Je fis un feu, l'azur m'ayant abandonné, un feu pour être son ami, un feu pour m'introduire dans la nuit d'hiver, un feu pour vivre mieux. Il y a dans ce poème si célèbre toute la poésie ultérieure d'Éluard. D'abord, cette extraordinaire puissance d'assertion qui est la sienne. Je fais. Beaucoup de poèmes d'Éluard commencent ainsi par l'énonciation de la première personne du singulier, l'acte du vivant qui se pose, qui se définit, qui définit le monde. Et ici, il s'agit de faire quelque chose qui est une valeur cosmique, puisque l'azur, l'espérance, toute fin idéale a abandonné les hommes. Faire quoi? Faire le feu. Autre thème central dans la poésie d'Éluard, le feu, c'est non seulement la lumière, mais c'est la chaleur, c'est la puissance de métamorphose, c'est l'amour. Ainsi, tout de suite, dès l'abord, les grands thèmes sont manifestés. Et manifestés par un homme qui a bien l'intention de se poser à chaque instant au centre de sa poésie, et de s'y poser en face du monde, en relation avec lui. Mais correspondante au jeu, il y a l'autre, le toi. Ce toi, ce n'est pas un toi idéal, ce n'est pas n'importe quel être, c'est la femme. Non pas toutes les femmes, mais la femme qu'il aime. Cette femme, c'est Gala qu'il rencontre en Suisse au sanatorium de Clavadel où il se soignait. Il l'épouse en 1917, ils auront une fille, Cécile. Paul Éluard a 23 ans à la fin de la guerre. Il a déjà publié Le Devoir et l'Inquiétude et les Poèmes pour la paix. Il collabore à une revue d'avant-garde, Littérature, que dirigent Louis Aragon, André Breton et Philippe Soupeau. C'est Dada. C'est un mouvement de révolte totale contre la civilisation de la guerre et de l'après-guerre, introduit en France par un poète roumain, Tristan Tzara. Dans ce groupe, Paul Éluard crée sa propre revue Dada, Proverbe. Un jeune peintre américain, Man Ray, s'est joint à Dada. Il sera le photographe attitré de ses amis et ainsi deviendra pour nous le meilleur témoin de cette époque. Une des premières photos que je fais, c'était en 21, quand je suis arrivé à Paris, dans ma chambre d'hôtel à Montparnasse. Comme souvent, il y a quelques membres du groupe venaient me voir, malgré qu'ils méprisaient un peu Montparnasse, trouvaient ça trop bohème, n'est-ce pas? Mais tout le monde, ils sont venus dans ma chambre et je fais ce groupe avec Tristan Tzara, Philippe Soupeau, Jacques Rigaud, Ribemont Dessin, Paul Éluard, tout à fait improvisé, comme une photo de noces de collégienne, si vous voulez. La même année, Paul Éluard et Gala rencontrent dans le Tyrol autrichien Max Ernst. C'était pour l'époque de Dada, il y a plus de 40 ans. Ça, c'est Paul Éluard. Il était très beau, grand, il avait beaucoup de soucis de son élégance. Moi, voilà, ça je me rappelle très bien. Pourtant, dans Littérature, Paul Éluard n'avait pas été tendre pour Max Ernst. Participant avec ses amis à Liquidation, une sorte d'inventaire des noms célèbres, il lui donnait la note 0, alors qu'il accordait 16 au maréchal Foch, 1 à Sacha Guitry et 10 au boxeur Georges Carpentier. Il est vrai qu'il attribuait le minimum, -25, à Lénine.
quand il m'a donné la note 0, il ne me connaissait pas du tout. Il n'avait jamais vu la moindre chose de moi, il n'avait jamais rencontré. Et alors, il a changé d'avis au moment où il a vu mon exposition au Sans Pareil. Alors vraiment, c'était considérablement changé, mais radicalement changé, et c'est là qu'il a pris la décision de venir me voir. Et c'est comme ça que nous avons fait connaissance, et il a changé la note, maintenant j'ai 19. Il avait vu ce mes tables là dans mon atelier, des collages et des choses comme ça, et il dit voilà, je trouve ici des illustrations qui sont absolument faites pour ce livre. Et il me les faut absolument. Tu me donnes l'autorisation de les mettre dans. Je dis bon, lis-moi ton texte. Et alors on était d'accord, ça allait tellement bien ensemble, c'était décidé et le livre était illustré. C'était ma première illustration pour un livre de Paul Éluard et les illustrations étaient faites avant que je connaisse Paul Éluard et avant que j'ai lu son texte. Il avait compris que dans le procédé que j'employais à l'époque, c'est-à-dire les collages, n'est-ce pas, que j'avais trouvé un moyen de lever les expressions plastiques à la hauteur de la poésie. Il avait trouvé certaines parentés entre ses idées et les miennes. L'échange des idées s'est fait naturellement. Nous nous montrions avec la plus grande régularité tout ce que nous faisions. Et nous faisions des critiques assez sévères des fois, très dures même des fois, et sans se gêner et sans que le monde que ça entame les sentiments amicaux que nous avons ensemble. Au contraire, ça l'a confirmé. À cette époque, Max Ernst peint Au rendez-vous des amis. Ces hommes vont bientôt surmonter la révolte Dada. Ils se regrouperont autour d'André Breton qui lance en 1924 le premier manifeste du surréalisme. Le surréalisme, écrira plus tard Paul Éluard, travaille à mettre au jour la conscience profonde de l'homme. Le surréalisme travaille à démontrer que la pensée est commune à tous. Il travaille à réduire les différences qui existent entre les hommes, et pour cela, il refuse de servir un ordre absurde, basé sur l'inégalité, sur la duperie, sur la lâcheté. Mais nous sommes encore en 1924, la première année du mouvement. Man Ray. Il y avait une autre photo dans la centrale surréaliste avec des nouveaux qui ont adhéré au groupe surréaliste. Il avait à part Breton, Éluard et Aragon. Il avait Chirico, Vitrac, Soupeau, Jacques Boiffard, Baron, le jeune Baron, n'est-ce pas, le poète prodige. Et dans un décor un peu surréaliste avec des tableaux accrochés au mur. Pierre Naville y était aussi. À cette époque, Éluard a publié un recueil, un de ses premiers recueils de poésie qui s'appelait « Mourir de ne pas mourir » et qui portait la dédicace suivante. À André Breton, je dédie mon dernier livre. Ce dernier livre devait d'ailleurs être le premier d'une longue série et la dédicace en question a disparu des éditions subséquentes. Néanmoins, le fait était là. Éluard venait de livrer à l'impression un ouvrage qu'il appelait son dernier livre et au moment même où le livre est paru, il venait de disparaître. Je dis bien disparaître. Un beau jour, ses amis ne l'ont plus vu. À l'époque, il travaillait dans une entreprise familiale. Et un beau jour, il n'était plus rentré chez lui. Où était-il? Personne ne le savait. Éluard avait disparu. Était-ce comme Rimbaud était parti au Harare? Était-ce comme Lautréamont dont on n'a jamais rien su? Était-ce un renoncement? Était-ce un coup de tête? Était-ce un sentiment de désespoir? Ah oui, ça, c'était connu. Le drame de Paul Éluard, séparation avec sa femme, Carla. Il avait un drame, mais c'était un prétexte aussi. J'espérais en tout cas, c'était un prétexte. Oui, mais se tuer, il y a plusieurs façons de le faire. Le suicide ordinaire ne nécessite pas la disparition. Au contraire, il est rare.
que des gens se suicident en lieu inconnu. Éluard avait disparu et personne ne doutait que ce ne fût pas en tout cas un suicide ordinaire. Cela pouvait être une façon de se suicider, n'est-ce pas? Et vous savez que peu de temps après, d'ailleurs, le groupe surréaliste a mis à l'ordre du jour cette question, n'est-ce pas? Le suicide est-il une solution? Effectivement, Paul Éluard ne s'était pas suicidé. Il faisait le tour du monde. Ce périple passe à l'époque pour un acte surréaliste exemplaire. Plus tard, Paul Éluard devait dire « ce fut un voyage idiot ». À son retour, il en trace l'itinéraire sur cette carte. Partant de Marseille le 15 mars 1924, il fait escale à Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Cristobal Colón et s'arrête à Papeete. Il repart pour Rarotonga, Wellington, Sydney, Brisbane, Makassar, Surabaya, Semarang, Cheribon, Batavia, Singapour, Saïgon, Bellarvan, Delhi, Sabang, Colombo, Port Saïd. Le 27 septembre 1924, il était de retour à Marseille. Et le revoilà. En somme, je n'hésite pas à dire qu'autour de ce petit épisode s'organise la personnalité d'Éluard. C'est un poète déjà, un poète, peut-être trop un poète, dans ce qui va être le milieu surréaliste. Il est tourmenté aussi par des besoins personnels que je n'appellerai pas d'évasion au sens banal, parce que le mot a trop fait fortune depuis, mais enfin quelque chose comme le besoin de sortir d'un cercle de vie pratique qui lui rend l'exercice de la poésie pénible. Et puis il a ses conflits personnels, ses conflits internes. Il croyait qu'il pouvait faire peau neuve en faisant le tour du monde. Je comprends ça. Je crois à toutes les époques, dans tous les domaines, on essaie de faire peau neuve, comme aujourd'hui même, les astronautes. Tout ça, on veut faire peau neuve. On a toujours envie de se renouveler, même le plus banal. La personne qui mène la vie, le plus banal, a envie de se renouveler. S'il trouvait le moyen, s'il avait l'imagination ou la volonté même, de laisser tout tomber, comme Gauguin a fait. Et je crois, avec Paul, ça aurait pu durer plus longtemps, ou il aurait pu mourir avant de revenir en France. Et Paul Éluard reprend sa place dans le groupe qui publie le premier numéro de la Révolution surréaliste. Dans ce groupe, il y a moi-même, Harpe, Tanguy, Tristan Tzara, Paul Éluard au milieu, Max, Ernst et Crevel à côté. Nous étions chez Tristan Tzara pour boire et parler un peu. Qu'est-ce que c'est que ce groupe? Je n'en sais rien, je ne sais pas. On dit un groupe ensuite. Et puis sur le moment, ça n'est pas un groupe. Ce sont des contacts. Quel genre de contacts? Eh bien, je vous l'ai dit, je me suis rendu où je pouvais rencontrer, par exemple, Breton, Aragon, Desnos, d'autres dont j'avais entendu parler, que je voulais connaître. Où se réunissaient-ils? Autour des tables de café, Place Blanche, et puis au café Certa, et puis au café du Soleil Levant. Et puis j'arpentais les rues et les boulevards avec Aragon, avec Maurice, avec tel autre. Et puis nous montions chez Breton dans son atelier. Et puis j'accompagnais l'un chez lui, l'autre chez lui. C'était ça, la vie d'un groupe. Les discussions se poursuivaient d'une façon tout à fait hasardeuse. Dieu merci, nous étions même à la recherche du hasard. Par conséquent, rien qui ressemble à moi à ce qu'on appelle couramment un groupe. Le caractère fermé, si vous voulez, ne provenait pas du tout de l'apparence extérieure de la réunion, mais d'une certaine communauté intérieure et d'un intérêt pour
les mêmes problèmes pour le même type de questions. C'est ça, le sens que peut avoir le mot groupe. Georges Sadoul. C'était une espèce de question de vie ou de mort qui se posait pour nous à chacun des moments, à chacun des instants. Buñuel, par exemple, qui est venu vers ce moment-là, après moi, dans le groupe surréaliste, a dit en gros, bon, j'avais quitté l'Espagne, qu'est-ce que j'y connaissais pas la liberté, je suis venu à Paris pour voir la liberté. Et puis à partir du moment où j'ai connu les surréalistes, j'ai pu être libre. Il ne dit pas ça contre le groupe surréaliste, pas du tout, pas un moment. Mais à partir de ce moment-là, nous avons des espèces d'impératifs moraux, un mode de vie extrêmement strict. Il y avait des choses qu'on devait faire et il y avait des choses qu'on ne devait pas faire. C'était comme ça nous a donné une espèce de discipline de vie. Et chacune de nos réunions, que nous avions donc au Café Cyrano, puis plus tard au Café Radio à Montmartre, eh bien, chacune de ces réunions que nous avions, c'était comme des réunions, mettons, d'un groupement politique, enfin, où nous refaisions le monde et où nous passions en revue les événements du jour, les événements politiques, les faits divers, d'ailleurs, tout aussi bien. À cette époque, aux premières rencontres, Éluard, je le distinguais pas beaucoup des autres. Breton m'impressionnait beaucoup, Aragon par son élégance, si je peux dire. Éluard était le plus silencieux pour moi. Mais il avait quelque chose de tellement sympathique, de humain, dans le visage d'Éluard. J'avais déjà vu, je crois, une reproduction d'un portrait de Baudelaire. Et pour moi, il semblait qu'il avait le même front que Baudelaire. Je regardais et je dis, voilà, ce sera un sujet merveilleux pour un portrait. Je vais photographier Paul Éluard un jour pour qu'il ressemble à un nouveau Baudelaire. Alors Éluard est un poète, c'est un poète. Et on ne peut pas lui demander le même genre d'engagement qu'on peut essayer de demander à d'autres. Éluard a besoin d'écrire des poèmes. Et nous, et je dis nous avons besoin d'écrire autre chose que des poèmes. Peut-être des poèmes aussi, mais nous avons besoin d'explorer toutes sortes de formes d'expression littéraires et extra-littéraires qui ne sont pas des poèmes au sens classique. D'où toute cette série d'exercices qui sont des monologues verbaux, des rêves éveillés, l'écriture automatique, la systématisation d'écriture en commun autour d'une même table, la tentative de rédiger des textes systématiquement orientés dans un certain sens, comme plus tard, par exemple, Éluard avec Breton a rédigé des simulations de monologues, de paranoïaques, de schizophrènes, etc. Ça ne lui est pas toujours facile. Prenez le domaine de l'érotisme, par exemple. Il nous est arrivé de nous réunir pour rédiger des textes de caractère érotique, et franchement érotique. Éluard ne parvenait pas à trouver dans cette formule, au moins sous sa forme écrite, l'exutoire dont il avait besoin pour la veine poétique qui était en lui. Et son texte tournait aussitôt à la description classique de beaux visages féminins, de chevelures rayonnantes, d'étoiles qui tombaient en pluie, et ainsi de suite. On allait très souvent passer la soirée chez Breton, 42 rue Fontaine, un atelier qui donnait au-dessus de l'enfer et du paradis, deux boîtes de Montmartre qui existaient à ce moment-là. Et un beau soir, comme ça, Éluard est arrivé. Il venait de rencontrer Nouche dans le métro, dans une station de métro, je ne sais plus, au boulevard Bonne Nouvelle ou quelque chose comme ça. Il était tout content de l'avoir rencontrée, de l'avoir conquise, et il nous a amené Nouche. Et nous avons eu la découverte de faire connaître la joie de cette découverte de Nouche, de cette femme merveilleuse, non seulement très belle, mais absolument charmante, adorable dans chacun de ses gestes. Et on a passé une soirée assez extraordinaire. Je crois que Nouche, qui était à ce moment-là un petit peu actrice, elle était alsacienne d'ailleurs d'origine, nous a fait un espèce de numéro, quand on était intéressé par tout ce qui était nouveau, une espèce de numéro double vue. Et la soirée s'est passée comme ça.
la photo de Paul et Nuche. Pour moi, j'ai essayé de faire une chose un peu plus poétique. Je crains que c'était un peu trop prophétique. Et je le regrette maintenant. On a fait un autre livre qui s'appelait Facile, des poèmes de Paul sur Nuche. Il m'a demandé d'illustrer. J'ai proposé quelque chose assez outré. J'ai dit, eh bien, on va faire des nudes de Nuche. Puisque son nom commence avec le mot nu, n'est-ce pas? On va faire des nuches. On a fait une série de nuches qui était reproduite dans le livre à côté des poèmes. Cette petite brochure qui s'appelle Facile. Ça fait un peu de scandale, évidemment, à cette époque, n'est-ce pas? Mais c'était un peu voulu aussi de la part de Paul, pour montrer sa liberté, sa façon qu'on pensait, nous pensons tous, n'est-ce pas? Avec qui est-ce que ce serait mieux de faire ça qu'avec sa propre femme, n'est-ce pas? Le creux de ton corps cueille des avalanches, car tu bois au soleil, tu dissous le rythme majeur, tu le redonnes au monde, tu enveloppes l'homme. Toujours en train de rire, mon petit feu charnel, toujours prêt à chanter, ma double lèvre en flamme. Les chemins tendres que trace ton sang clair joignent les créatures, c'est de la mousse qui recouvre le désert, sans que la nuit jamais puisse y laisser d'empreintes ni d'ornières. Belle à dormir partout, à rêver, rencontrer à chaque instant d'air pur, aussi bien sur la terre que parmi les fruits des bras, des jambes, de la tête. Belle à désir renouvelé, tout est nouveau, tout est futur. Mains qui s'étreignent ne pèsent rien, entre des yeux qui se regardent, la lumière déborde. L'écho le plus lointain rebondit entre nous. Tranquille, c'est venu. Nous passons à travers nos semblables sans nous perdre. Sur cette place absurde, tu n'es pas plus seul qu'une feuille dans un arbre, qu'un oiseau dans les airs, qu'un trésor délivré. Pierre-Emmanuel. Pour comprendre ce qu'est le thème de la femme, le thème du toit, dans l'œuvre d'Éluard, il faudrait peut-être imaginer l'analogie entre la femme et la nature, comme nous avons imaginé l'analogie entre l'homme et le feu ou le soleil. La femme, c'est véritablement l'être qui se présente à l'homme pour que celui-ci l'éclaire de toutes les manières possibles. D'une seule caresse, je te fais briller de tout ton éclat. Ou bien, pourquoi suis-je si belle? Parce que mon maître me lave. C'est donc le lieu de toutes les métamorphoses. Et c'est le lieu où s'abolissent, pour ainsi dire, le jour et la nuit, où tout devient une unique présence. Tu te lèves, l'eau se déplie. Tu te couches, l'eau s'épanouit. Tu es l'eau détournée de ses abîmes, tu es la terre qui prend racine et sur laquelle tout s'établit. Tu fais des bulles de silence dans le désert des bruits, tu chantes des hymnes nocturnes sur les cordes de l'arc-en-ciel, tu es partout, tu abolis toutes les routes. Tu sacrifies le temps à l'éternelle jeunesse de la flamme exacte qui voile la nature en la reproduisant. Femme, tu mets au monde un corps toujours pareil, le tien, tu es la ressemblance. Cette poésie amoureuse, dont Éluard a été incontestablement le chantre le plus admirable dans la littérature française, au niveau de l'amour érotique, cette poésie amoureuse s'exprime aussi par une sexualité. C'est vraiment de la rencontre charnelle qu'il s'agit, cette rencontre charnelle commandant la rencontre des âmes. Et la façon dont elle est exprimée est extraordinairement gracieuse. C'est peut-être ce qui frappe au premier abord dans la poésie d'Éluard, c'est l'extraordinaire grâce des mouvements et des gestes. Elle est debout sur mes paupières et ses cheveux sont dans les miens. Elle a la forme de mes mains, elle a la couleur de mes yeux. Elle s'engloutit dans mon ombre comme une pierre sur le ciel. Elle a toujours les yeux ouverts et ne me laisse pas dormir. Ses rêves en pleine lumière font s'évaporer les soleils, me font rire, pleurer et rire, parler sans avoir rien à dire. Et cette imagerie si simple et si directe
peut devenir extraordinairement sensuel tout en gardant une sorte de pudeur qui est admirable dans toute l'œuvre d'Éluard. Par exemple, dans cette phrase que je cite parce qu'elle est à la fois si concrète et si délicate, « toute nue, tes seins sont plus fragiles que les parfums de l'herbe gelée et ils supportent tes épaules. » Ils se sont installés justement 42 rue Fontaine, dans un atelier en dessous de celui de Breton. Et là, j'allais très souvent les voir. Tout petit atelier avec une espèce de, comme on dirait aujourd'hui, une kitchenette, c'est-à-dire une cuisine dans un placard. Ce qui fait que quand on faisait, je sais pas, un pied de porc grillé, on était obligé d'ouvrir toutes les fenêtres. Et puis alors tout ça, c'était entouré de tableaux, des objets nègres que nous aimions tellement l'un et l'autre. D'ailleurs, parmi ces objets qui sont là, il y en a, je crois, quelques-uns qui proviennent de la collection d'Éluard, de cette collection qu'il a vendue en 1929. Et comme ça, on passait des grandes soirées ensemble. Et puis alors, une chose aussi, on allait très souvent se promener. On allait au cinéma. Paul aimait beaucoup le cinéma. Et puis, on allait à Luna Park. Luna Park était un de nos endroits à ce moment-là. On se promenait énormément à Luna Park. Et j'ai conservé cette histoire de cette période. Un souvenir qui me tient beaucoup au cœur. Il y avait à Luna Park une espèce d'attraction. Alors on lançait une boule, et puis si on tapait au milieu de la cible, on se photographiait. Alors Paul l'a fait, il a lancé la boule, il s'est photographié lui-même, ce qui fait que je conserve une photo de cette époque où nous sommes, Éluard, Nouche, Breton et moi. Nous étions donc groupés autour de Breton, qui était notre centre, notre directeur spirituel, ceci vers qui nous nous tournions tous. Et pour nous, évidemment, nous étions d'accord avec lui en toutes choses, jusqu'au jour où, hélas, pour ma part, j'ai dû cesser d'être d'accord avec lui. À mon retour d'Union soviétique avec Aragon, lorsque Aragon, pensant qu'il y allait y avoir des conflits, moi je n'y croyais pas, et où j'ai été envoyé comme ambassadeur. Aragon s'était à Bruxelles, et où je me suis retrouvé rue Fontaine avec Breton, avec Éluard et un quatrième personnage, où on a discuté. Évidemment, à partir de ce moment-là, il y a eu quelque chose qui a commencé à se briser. Ça a duré très longtemps, parce que c'était pour nous très difficile. À Aragon et moi, c'était un drame, enfin, où on pensait au suicide, enfin, ça allait jusque-là, de dire, est-ce que nous allons abandonner le groupe surréaliste, nos amis surréalistes qui ont été toute notre vie. Puis on a essayé. Puis il y a eu cette rupture, et hélas, cette rupture m'a séparé pour plusieurs années d'Éluard. On continuait de s'écrire, on continuait de s'envoyer ses livres, mais on ne se voyait plus. Paul Éluard fut en effet, avec André Breton, le plus violent critique d'Aragon et de Georges Sadoul. Il leur reprochait d'avoir accepté, au Congrès international des écrivains révolutionnaires en 1932 à Kharkov, la condamnation de certaines positions surréalistes au nom du réalisme socialiste. Lui continuait ses recherches poétiques. Il participait aux expositions organisées par le groupe à Paris, à Prague et à Londres, où, en 1936, il retrouvait Roland Penrose. Paul venait souvent à Londres. Moi, j'allais tous les 15 jours à Paris. Et nous avons eu un moment passionnant pendant qu'on mettait tout en place pour l'exposition qui était la première grande exposition internationale surréaliste. Il est venu pour le vernissage, Breton aussi, et presque tous mes amis peintres et poètes français, espagnols, italiens, etc. sont venus aussi à Londres à ce moment-là. Mais c'était aussi l'époque du Front populaire, du péril hitlérien. Surréalistes et communistes, bien que divisés, se retrouvaient dans la lutte antifasciste. Pour l'Espagne républicaine, par exemple. Et c'est durant cette période qu'en particulier, en 1936, Louis Parrot est venu m'apporter à l'Humanité. J'assurais à ce moment-là la rédaction de la page culturelle avec Léon Moussinac, qui en était le directeur. Et il est venu apporter au mois de novembre 1936 le très célèbre poème d'Éluard sur Madrid. Regardez travailler les bâtisseurs de ruines. Enfin, j'ai pas de mémoire, je peux pas tout citer. Regardez travailler les bâtisseurs de ruines. Ils sont riches, patients, ordonnés, noirs et bêtes, mais ils font de leur mieux pour être seuls sur terre. Ils sont au bord de l'homme et le comble d'ordure. Ils plient au ras du sol des palais sans cervelle.
On s'habitue à tout, sauf à ces oiseaux de plomb, sauf à leur haine de ce qui brille, sauf à leur céder la place. Parler du ciel, le ciel se vide, l'automne nous importe peu, nos maîtres ont tapé du pied, nous avons oublié l'automne et nous oublierons nos maîtres. Le thème de la solidarité humaine est l'un des grands thèmes d'Éluard. Non pas tellement l'un des thèmes de ses premières années en poésie. On ne peut pas dire que dans sa poésie de type surréaliste, ceci soit aussi directement exprimé que plus tard, après Guernica et les poèmes de la guerre. Cependant, Éluard a toujours eu le sentiment qu'il ne chantait pas pour lui-même, que les poètes vrais étaient ceux qui savaient très bien que le langage n'était pas leur propre possession, mais qu'il était le langage de tous, que chanter, c'était chanter pour tous, et que finalement, la véritable poésie, c'est, comme il le dit, la poésie impersonnelle. Mais ceci, dans la poésie surréaliste, dans laquelle, si vous voulez, l'élément esthétique était plus important que l'élément moral, s'accentue plus tard dans la poésie de type social, dont il faudrait comprendre la genèse parce que toute la fin de la vie d'Éluard en est marquée. Vous savez que les surréalistes se sont toujours intéressés au mouvement révolutionnaire, quel qu'il soit, je mets mouvement révolutionnaire au pluriel, et que la révolution, c'était un peu pour eux cet événement solaire qu'Éluard chante d'une autre manière dans son œuvre érotique. Le surréalisme au service de la révolution, c'était le titre de l'une des revues éditées par les surréalistes entre 25 et 30. Et certainement, il y avait dans l'espèce de sentiment un peu anarchique et violent, inhérent au surréalisme, un goût passionné de l'acte révolutionnaire lui-même. D'où la solidarité toute naturelle que les surréalistes ont montrée à l'Espagne républicaine au moment de la guerre civile. Ici, l'Espagne, c'était le peuple s'armant pour sa lutte, s'armant pour conquérir son destin, dans un mouvement de courage prométhéen qui est tout à fait analogue dans l'ordre réel à ce goût prométhéen que les surréalistes ont montré en poésie. Mais c'était aussi bien davantage pour Éluard. C'était aussi bien davantage qu'une sorte de grande image universelle, image de type historique. C'était aussi la douleur des hommes, la guerre d'Espagne. Et la douleur des hommes et des femmes et des enfants envisagée dans toute sa brutalité et aussi dans toute la simplicité de ceux qu'elle atteignait. C'est alors que nous avons eu ce magnifique poème qui s'appelle Guernica, qui faisait pendant, au fond, à la conception que Picasso avait de la guerre, mais qui faisait pendant de la manière la plus discrète. Ce n'est pas un poème oratoire, c'est même tout le contraire, et ce sera la grandeur d'Éluard que de dire les choses les plus passionnées, les plus véhémentes, avec une discrétion extrême et comme à mi-voix. Vous connaissez ce poème qui commence par « Beau monde des masures, de la ville et des champs », je n'ai pas besoin de le citer. Plus tard, cette même conception de la souffrance et de la solidarité avec elle va se retrouver à travers la guerre. Courage. Paris a froid. Paris a faim. Paris ne mange plus de marrons dans la rue. Paris a mis de vieux vêtements de vieille. Paris dort tout debout, sans air dans le métro. Plus de malheur encore est imposé aux pauvres, et la sagesse et la folie de Paris malheureux, c'est l'air pur, c'est le feu, c'est la beauté, c'est la bonté de ces travailleurs affamés.
Évidemment, nous étions séparés. Moi, j'étais resté en zone sud. Paul était à Paris, mais enfin, je savais tout de même très bien ce qu'il faisait. Je savais qu'il avait été un des premiers, un des fondateurs du Comité national des écrivains avec Jacques Decour. Et d'autre part, enfin, je savais ce qu'il faisait. Et puis alors, un beau jour, j'ai reçu par la poste, avec 2 timbres de 60 centimes à l'effigie du maréchal Pétain, Poésie et Vérité 1942, qui venait d'être d'ailleurs, comme on le sait, publié légalement et sous ses signatures à Paris. J'ai lu avec transport ce poème, comme je venais de lire d'ailleurs quelque temps auparavant dans la revue de Fontaine, avec dirigé à ce moment-là Max-Paul Fouché, le fameux poème Liberté. André Verdet. Et je lui ai demandé des poèmes clandestins pour une petite revue clandestine qui s'éditait à Rodez. Et Éluard me dit, bien, je m'en vais te les donner. Et tout de suite, ce tutoiement m'a été chaud au cœur. Mais je ne les ai pas sur moi, il faut que je les fasse. Et je vais même passer la nuit à écrire ces poèmes pour toi. Rendez-vous fut pris pour le lendemain, dans le même petit café de la place Dauphine. Et stupeur, quand Éluard vint, il était accompagné de Robert Desnoz. Robert Desnoz aussi, que je ne connaissais pas et que j'aimais comme poète. Le Robert Desnoz du Veilleur de nuit. Tous les deux s'assirent et Éluard me donna ses poèmes et Desnoz aussi me donna ses poèmes clandestins. Je les mis précieusement dans ma poche et le lendemain, je prenais le train pour Rodez pour les faire éditer. Avouées ou secrètes, ses activités devenaient dangereuses. Paul Éluard dut entrer dans la clandestinité en 1942. Ses amis lui trouvèrent une cachette, la librairie de Lucien Scheller. Comment est le premier aspect que vous avez vu, la première J'ai vu un homme très beau, très souriant, très aimable, qui est entré avec sa femme, avec Nouche, qui portait une toque de fourrure. Et ils ont examiné les rayons de ma librairie. Ils ne se sont pas présentés. Puis il m'a demandé un moment d'entretien. Et il m'a expliqué quel était son désir. Il venait de publier à ce moment-là Poésie et Vérité 42. Et il avait des raisons précises de ne plus rester, de ne plus séjourner dans son domicile. Alors je lui ai dit qu'il pouvait venir dès le soir même, chez moi, qu'il serait accueilli et qu'il serait chez lui. En 1942, le Sénat était occupé par les Allemands, à 100 mètres d'ici. Et ils avaient installé des barrières blanches qui coupaient la rue, à quelques mètres au-dessus de chez moi. Paul s'occupait, avec grande activité, des éditions de minuit, rassemblait les textes des auteurs et leur donnait souvent rendez-vous chez moi, ici, dans mon bureau. Nous discutions beaucoup, nous discutions la valeur des textes, nous constituions les recueils en vue de leur publication, l'honneur des poètes, Europe, que Vercors a publié et qui ont été imprimés chez Hollard. Whitman, animé par son peuple. Hugo appelant aux armes. Rimbaud aspiré par la commune. Mayakovsky exalté, exaltant, c'est vers l'action que les poètes à la vue immense sont, un jour ou l'autre, entraînés. Leur pouvoir sur les mots étant absolu, leur poésie ne saurait jamais être diminuée par le contact plus ou moins rude du monde extérieur. La lutte ne peut que leur rendre des forces. Il est temps de redire, de proclamer que les poètes sont des hommes comme les autres, puisque les meilleurs d'entre eux ne cessent de soutenir que tous les hommes sont ou peuvent être à l'échelle des poètes. Il a écrit de nombreux poèmes de résistance chez moi. Il a écrit à vie chez moi. Ce papier était plié dans sa poche
Et il ne formait plus qu'un tout petit bout de papier qui avait la forme d'un centimètre carré. Au cas où il aurait été arrêté, il ne pouvait plus facilement dissimuler ce texte. Avis. La nuit qui précéda sa mort fut la plus courte de sa vie. L'idée qu'il existait encore lui brûlait le sang au poignet. Le poids de son corps l'écœurait. Sa force le faisait gémir. C'est tout au fond de cette horreur qu'il a commencé à sourire. Il n'avait pas un camarade, mais des millions et des millions pour le venger. Il le savait et le jour se leva pour lui. Même clandestin, Paul Éluard courait de trop grands dangers à Paris. En novembre 1943, il se réfugia avec Nouche en Lozère, à l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban, que dirigeait le docteur Lucien Bonafé. Il fallait transférer ailleurs, mais il ne s'agissait à aucun prix de se cacher. On n'imagine pas qu'il ait pu passer un instant à faire retraite. C'était impensable de sa part. Il est venu pour continuer à travailler. À 1000 mètres d'altitude, sur le plateau du Gévaudan, dans une atmosphère d'une extraordinaire luminosité, et dans un pays d'une aridité, d'une pauvreté assez insolente. Cet hôpital, bâti comme une retraite aussi loin du monde que possible, comme on faisait à l'époque, autour d'un vieux château, avec des bâtiments hétéroclites accumulés tout autour, donnait là-haut une impression extraordinaire. Pour les gens de formation citadine, c'était vraiment un dépaysement considérable. Il parlait avec enthousiasme de ce beau pays, de ses horizons. Et il se trouvait là, naturellement, sans problème, sans difficulté, sans en faire d'histoire. C'était comme ça, comme toute sa vie. Sa vie même était dans la gaieté, était dans la bonne humeur, l'expansivité. Il descendait de sa chambre où il avait passé des heures sur ses manuscrits. Il travaillait assez difficilement. Hein. Il reprenait, il calligraphiait. Et puis, bon, il se frottait les mains. Ah! Et maintenant, est-ce qu'il reste un peu de Porto? Et puis, allez, et puis il se mettait à chanter. Alors, il chantait à peu près comme moi, une casserole. Et puis, il chantait une histoire cocasse, burlesque, dans un répertoire qu'on connaît d'ailleurs, dont il a fait état dans plusieurs textes, n'est-ce pas? Souvent, n'est-ce pas, cette recherche de la cocasserie dans chansons plus ou moins populaires, n'est-ce pas? Il en a témoigné ailleurs. Mais il était comme ça dans la vie. Il était très pris par cela. Et alors, ça y était, la bonne humeur était dans l'air. Vous savez, le Porto, c'était pas très fréquent à ce moment-là. J'aimais beaucoup. Quand on avait une bouteille de Porto, alors, on se servait dans un grand enthousiasme. Et on était en pleine gaieté tout d'un coup, alors qu'il venait de souffrir, car il souffrait. Il venait de souffrir de difficulté qu'il avait à mettre sur pied des poèmes qui sont parmi les plus tragiques, l'occupation parmi les plus tragiques qu'il ait écrit. Il écrivait beaucoup, il se dépensait à écrire à tous les correspondants de toutes les entreprises, de la Bibliothèque française, des éditions de Minuit auxquelles il contribuait. Il pensait à l'Éternelle Revue, il écrivait partout, il s'occupait de la réalisation de domaines français, à cette époque, en Suisse. Enfin, il s'occupait toujours de produire, et jouait un rôle extraordinairement actif, dont personne ne peut avoir idée. Personne ne peut avoir idée de son côté militant. C'était un militant, c'était un homme qui n'aurait pas supporté de ne pas donner tout ce qu'il pouvait, tout le maximum de sa journée, à son action, son activité. Ah, c'était ça. Alors, le courrier. Alors, il écrivait, alors il fallait poster des lettres, c'était toujours pressé, c'était toujours... Alors là, on le voyait dans son impatience, avec son tremblement comme ça, et son impatience, il fallait que ça aille vite, mais voyons,
il faut régler ça au plus tôt, etc. Alors bon, quand il avait la satisfaction du devoir accompli, qu'il avait bien mis son courrier en ordre, tout cela, alors il fallait toujours, toujours très attentif au plan, au programme d'action. Il y avait en particulier l'imprimeur de Saint-Flour, Margé à Saint-Flour, qui imprimait la bibliothèque française. Un jour, j'ai reçu, par l'intermédiaire d'un camarade de la Résistance du département, j'ai reçu la visite d'un monsieur que je ne connaissais pas, bien entendu, à qui je n'ai même pas demandé son nom, bien entendu, c'était pas le moment de le faire, et qui m'a demandé si on pouvait imprimer des journaux, des brochures. Nous avons évidemment accepté, bien sûr, c'était notre devoir, puisque nous étions dans la Résistance, et à partir de ce moment-là, cela a fait comme une sorte de chaîne, si vous voulez. Après avoir fait une publication pour une organisation de résistance, cette organisation l'a dit à d'autres, et ce qui fait que pendant pratiquement 7 à 8 mois, nous avons imprimé ici presque en permanence des publications clandestines. Les 7 poèmes d'amour en guerre de Paul Éluard, l'arrestation, la façon de vivre et de mourir de Gabriel Péry. Il y en a toute une série, mais alors je ne me souviens plus très bien. Et puis alors, à la demande de Paul Éluard, nous avions édité des poèmes de Verlaine aussi, une petite brochure qu'il avait choisie, judicieusement d'ailleurs. En tout, peut-être, je sais pas, 15 ou 20 publications. Il y a près de 20 ans de cela, je les ai oubliées. Alors, par exemple, il fallait aller à Saint-Flour. Bon, alors on prêtait la voiture, on allait à Saint-Flour. Oui, moi je m'occupais de mon métier, de mon travail, naturellement, on prenait un temps, n'est-ce pas? On organisait le voyage à Saint-Flour, on partait à Saint-Flour. Alors là, c'était... il était très peureux en voiture. Tu vas trop vite, tu vas nous mettre au fossé, etc. Et en dépit de cela, qui donnait l'impression d'un homme pas courageux, il était d'une folle intrépidité. Il fallait passer. Et si on lui disait, tu crois que c'est prudent aujourd'hui? Il y a eu quelques incidents, nous avons su qu'il y avait eu quelques incidents, une grosse histoire avec la milice à tel endroit, peut-être que on pourrait peut-être faire une autre fois. Ah non, ça, son intrépidité parlait avant tout, et il fallait partir quand même. Alors il fallait partir pour trembler sur la route, pour avoir peur d'être envoyé au fossé, mais il fallait partir, il fallait régler cela au plus tôt. Et alors il arrivait là. C'était pendant l'hiver, il faisait très froid. Et le docteur Bonafé avait une voiture à gazogène, qui lui causait bien du souci d'ailleurs. Et il était venu avec Paul Éluard, qui, je m'en souviens, avait été enveloppé d'un grand manteau qui avait très froid. Alors le docteur Bonafé avait installé ses filtres à gazogène dans l'atelier, ici tout près, là, près d'un petit poêle qui était là. Et pendant ce temps-là, Paul Éluard se chauffait également autour du poêle. Il claquait presque des dents tellement il avait eu froid pendant le voyage. C'était un hiver très rigoureux. Et on voyait là, n'est-ce pas, tout son côté méticuleux, n'est-ce pas, il était comme, c'était vraiment à ce moment-là l'écrivain chez l'imprimeur, attentif à la forme, à tout, méticuleux, une extraordinaire méticulosité. J'ai passé à ce moment-là 2 ou 3 jours avec Paul. Il était ravi d'être dans des hospices psychiatriques. Il adorait les fous qui nous servaient à table. Il a d'ailleurs écrit, je crois, 2 ou 3 très beaux poèmes sur les fous qu'il rencontrait à ce moment-là. Ce n'était pas tout à fait son premier contact. Il faut dire que tout le groupe surréaliste avait été très préoccupé des problèmes de la folie qu'il y avait eu dans la jeunesse du groupe, avec notamment les tentatives de simulation par Breton et Éluard, l'Immaculée Conception, qui étaient d'ailleurs sont des textes qui ont une valeur, mais qui, pour nous, du point de vue psychiatrique, n'ont une valeur assez distante, n'est-ce pas, dont l'intérêt immédiat n'est pas grand dans notre optique. Je dis bien dans notre optique. Par contre, cette vie dans la familiarité des fous, comme personnes proches, que l'on voit, que l'on entend, avec lesquelles on vit, avec lesquelles on brasse l'existence quotidienne, n'est-ce pas, il y a réagi d'une façon absolument admirable pour nous et qui nous a servi considérablement. Ceci nous a fait un bien énorme à tous, parce que son don, ou sa science, si l'on veut, plutôt, de la pénétration d'autrui, ce pouvoir de compréhension illimité est principalement porté en direction des plus déshérités parmi les hommes, l'a mis en mesure, l'a mis en condition de vivre le problème de la folie avec
toute la profondeur dont il était capable vis-à-vis de l'étranger, de l'être humain que l'être humain rejeté. Exemple admirable, le cimetière des fous. Ce cimetière enfanté par la lune, c'est le cimetière de Saint-Alban. C'est ce cimetière dans lequel les fous ont un mode de sépulture qui est un mode de sépulture d'aliénés, dans lequel on réalise pour les malades mentaux, dans la mort, une sorte de caricature de ségrégation. Paul, vivant au contact de cela, voyant cela, ne pouvait le supporter. C'est conforme à tout ce que nous savons de lui, ses attitudes vis-à-vis de toute forme d'oppression, toute forme de... Nous évoquions le racisme, l'antisémitisme, etc. Son attitude fondamentale était de prendre le contre-pied de tout cela. Vous pensez quelle force cela représente pour nous qui vivons cette lutte sur le plan professionnel, sur le plan... Notre technique, c'est de prendre le contre-pied de cela. Si le psychiatre a pu dire que telle maladie se définit par le fait que son langage est impénétrable, ça veut dire que le psychiatre n'était pas capable de le pénétrer. Or, maintenant, nous pénétrons le sens de telle et telle forme de langage, hautement chargée de signification au-delà de l'incompréhensibilité apparente, et si le récepteur s'est amélioré, si nous entendons mieux ce qu'on nous dit, nous le devons en grande partie à des recherches qui sont de l'ordre de notre science, de la psychopathologie. Mais au bénéfice de ces recherches, la poésie a versé une aide d'une valeur incomparable. Or, parmi tous les poètes, évidemment, nous n'allons pas dire c'est Paul qui a apporté à la psychiatrie le bénéfice de la poésie. Non, bien sûr, c'est toute la poésie qui nous aide. Mais nous ne connaissons pas les plus grands révélateurs de poésie que Paul Éluard. C'est ainsi que les textes qu'il a donnés dans les souvenirs de la Maison des Fous sur les malades mentaux sont des textes qui, du point de vue de notre technique, du point de vue de notre science psychiatrique, sont d'extraordinaire authenticité. Je cite, si vous voulez, je pleure et l'on en rit, ma souffrance est souillée, et le mur du regret cerne mon existence. Voilà un portrait de malade fait par lui. Ces portraits des souvenirs de la Maison des Fous reprennent des bribes, des mots entendus par des malades, et ces mêmes mots pourraient être repris par quelqu'un qui n'aurait pas la longueur d'onde, qui n'aurait pas cette pénétration, perdre leur signification dans le contexte. Chez lui, tout cela est resitué dans la pleine signification du malheur d'être malade. En février 1944, Éluard revient à Paris. En août, c'est la libération. Mais ce n'est pas encore la délivrance pour tous. 900 000 prisonniers, 500 000 politiques, 1 million de travailleurs, maîtresses de leur sommeil, donne-leur des forces d'hommes, le bonheur d'être sur terre, donne-leur dans l'ombre immense les lèvres d'un amour doux comme l'oubli des souffrances. La différence entre les poèmes tels que Guernica et les poèmes qui furent écrits pendant la guerre 40-45, c'est que ces derniers sont plus intériorisés que les premiers. Ici, la douleur s'est faite plus proche, l'espérance aussi, et la femme est présente dans tous ces poèmes. Nouche est le personnage central de Poésie et Vérité 1942 du Rendez-vous allemand. Elle est celle qui permet au poète la communication avec les autres, cette sorte de solidarité à la fois instinctive et spirituelle dans la souffrance, dans la colère, dans l'espérance et la joie. Nouche, c'est véritablement tout autre, c'est l'autre par excellence, l'autre grâce à laquelle le poète peut entrer en contact avec les autres. Et chez un homme aussi foncièrement athée qu'Éluard, il y a là une réalité qu'on peut dire d'essence religieuse. C'est comme si Nouche était la divinité, grâce à laquelle la force d'amour infini se propage entre les hommes.
C'est à ce moment-là que Éluard écrit ses poèmes peut-être les plus beaux parce qu'ils sont les plus simples. Il est débarrassé de toute la richesse exubérante des images antérieures. Non que cette richesse, Dieu sait, fut un obstacle à la communication de la poésie, au contraire. Cette extraordinaire imagerie baroque reste tout de même très simple et très accessible, mais à l'époque du plus grand dénuement, à l'époque de la plus grande pauvreté des hommes, il semble que le poète ait voulu faire un resserrement sur soi et donner à voir, donner à entendre les choses les plus simples, mais à leur plus grande profondeur. Tous les lieux communs de notre existence sont ainsi revalorisés par une poésie qui se fait tout simplement affirmative et qui se communique de la manière parfois la plus enfantine, de telle sorte qu'elle est aussi bien accessible à un enfant de 10 ans qu'à l'être le plus intérieur. Immense mot dit doucement, grand soleil, les volets fermés, un grand navire au fil de l'eau, ses voiles partageant le vent, bouche bien faite pour cacher une autre bouche, et le serment de ne rien dire qu'à deux voix du secret qui raye la nuit, le seul rêve des innocents, un seul murmure, un seul matin, et les saisons à l'unisson colorant de neige et de feu une foule enfin réunie. Voilà, je crois, l'un des plus beaux exemples de cette poésie immédiatement communicable qui a fait la fortune d'Éluard aux yeux du grand public. Si Éluard est devenu presque instantanément le représentant le plus autorisé de la résistance spirituelle, le plus grand poète de la résistance, c'est bien parce que il a dit ce que tout le monde sentait, mais il l'a dit avec une simplicité de ton qui balaye toute rhétorique et qui nous met immédiatement dans la solidarité la plus intense avec tout ce qui souffre, tout ce qui espère. Il a été véritablement le grand catalyseur de cet amour fraternel que nous avons connu à cette époque-là et qui, hélas, n'a pas duré. Lui, il l'a fait durer. Vous savez qu'Éluard, pendant la guerre, est entré dans le Parti communiste et, n'étant pas communiste moi-même, je ne peux pas juger des raisons qui l'y ont poussé. Ce que je puis dire, c'est qu'il a trouvé dans ce monde chaleureux pour lui, ce monde de la camaraderie agissante, il a trouvé l'analogue, sans doute, de cette solidarité qu'il cherchait dans sa poésie. C'est un peu, je dois le dire, et enfin, je demande à certains de me pardonner l'expression, c'est un peu comme s'il avait trouvé une église, un monde dans lequel être ensemble tout en restant soi-même. Et en cela, tout ce qu'il a chanté depuis, dans ses poèmes politiques, dans les textes d'une leçon de morale, dans Poésie ininterrompue, tous ces textes manifestent la même espérance, assez simplifiée peut-être, dans un avenir qui serait tout d'un coup comme une parousie, comme un paradis retrouvé, comme un éclatement eschatologique. Il y a dans la poésie de ces dernières années, je veux dire la poésie de type social et politique, un grand esprit d'enfance, mais une certaine naïveté. Naïveté qui donne chaud au cœur à ceux qui la ressentent pareillement, c'est incontestable, mais qui peut-être, vue de l'extérieur, fait un peu doublon avec cette poésie plus intensément ressentie que fut celle des années de guerre. Mais je n'oserais pas me prononcer trop sur la valeur de ces derniers poèmes, où l'on trouve d'ailleurs toujours essentiellement le même et
remarquable poète que fut Éluard. Georges Sadoul. On s'est retrouvés au premier festival de Cannes en septembre 1946. Il était là, avec Nouche, on ne s'est plus quittés, on se voyait tous les jours, on est toujours au cinéma ensemble. Paul adorait le cinéma, Nouche aussi. On a découvert des tas de trucs, c'était l'après-guerre, on avait tout à découvrir. Ce séjour de Cannes a vraiment été merveilleux. Il faisait beau, la guerre était finie, et puis on voyait presque tous les jours Picasso, on allait le voir au Golfe Juan au moment où il était, on allait prendre des bains. Et puis alors je revoyais Nouche que j'aimais tant, tellement, comme ça. Puis je m'inquiétais quand même parce que Nouche était vraiment très maigre, enfin comme un fil, elle était en short comme ça, en maillot de bain, enfin il n'en restait plus, elle ressemblait aux sculptures que commençait à faire notre ami Giacometti, vous savez, un vrai fil. Et puis on s'est revus en octobre, et puis en novembre, vous savez que Paul était en train de se soigner lui-même en Suisse, et puis Nouche est tombée morte comme ça. Ça a été vraiment affreux, ça a été vraiment horrible. Claude Roy. Nouche, c'était d'abord, elle avait l'air d'un de ces personnages de la période bleue de Picasso. C'était une gypsy, une baladine. On avait toujours le sentiment qu'elle venait de descendre de la corde des funambules et de poser pied à terre. Et en même temps, c'était quelqu'un qui avait tout à fait les pieds sur la terre. C'était une femme d'intérieur, une cuisinière. Elle avait une façon merveilleuse d'entourer Paul, d'être prévenante, de veiller sur lui sans jamais peser. Elle me disait, elle avait cet accent alsacien qui était un de ses charmes. Elle me disait « Petit Roi ». Et je crois qu'elle a toujours cru d'ailleurs finalement que je m'appelais Petit Roi, que c'était un nom. Elle m'avait appelé un jour Petit Roi et j'étais resté pour elle Petit Roi, mais ça devait être un nom propre, un nom total. Elle me disait « Petit Roi ». Passe-moi la bouteille de whisky parce que je crois que Paul, il a trop bu. Et Paul voyait bien que pendant qu'il parlait, on éloignait la bouteille. Mais il avait une espèce de complicité avec Nouche qui faisait qu'il acceptait ce que d'un autre, il n'aurait pas accepté. Elle souriait, elle parlait toujours fort gaiement, elle nous faisait rire avec son français un peu approximatif, très mulhousien. Parlait pas toi mulhousien. Elle répandait. C'est ce qu'il y avait justement chez eux de parfaitement homogène, ce liant dont je parlais, cet art de rendre la vie agréable autour de soi, qu'elle avait au moins au même point que lui. Voilà, ils étaient parfaitement homogènes. Et la vie était belle. Pierre-Emmanuel. Il y a tout d'un coup, dans cette vie si harmonieusement établie, où ces deux êtres se correspondaient si parfaitement, de telle sorte que leur échange était vraiment un échange cosmique à travers lequel tout le monde passait, il y a la rupture du 28 novembre 1946. Et brusquement, Éluard se retrouve devant un cadavre. Il refuse ce cadavre qu'il ne comprend pas, qui lui paraît anéantir sa raison d'être. Et au bout de quelques jours de refus, et d'un refus, enfin, dont tous ses amis pourront décrire la pathétique absurdité, il comprend. Et c'est alors qu'il a des cris qui sont parmi les plus beaux qu'un poète ait jamais poussé devant la mort de l'autre, qui est en même temps sa propre mort. J'ai vu clair dans la nuit toute nue. Dans la nuit toute nue, quelle femme m'a montré son visage, s'est montrée toute nue. Sa beauté adulte était plus sérieuse que les lois sans pitié de la nécessité. Voilà le ton. Et dans tous les poèmes du temps déborde, ce ton extraordinaire pour Éluard, qui est presque villonesque parfois, va se retrouver. Et une curieuse opération qui sera exactement l'opération contraire de celle qu'il était habitué à mener avec sa femme va commencer. Éluard va étreindre le cadavre, comme il avait étreint la femme vivante et comme il avait retrouvé en elle tout le sens de la vie, il va étreindre la morte et va chercher en elle le non-sens de sa propre absente. Vivante et morte séparée, j'ai trébuché sur une tombe, sur un corps qui soulève à peine la terre.
sur un corps dont j'étais construit, sur la bouche qui me parlait et sur les yeux pourris de toutes les vertus. Mes mains, mes pieds étaient les siens, et mon désir et mon poème étaient les siens. J'ai trébuché sur sa gaieté, sur sa bonté, qui maintenant ont les rigueurs de son squelette. Mon amour est de plus en plus concret, il est en terre et non ailleurs. J'imagine son odeur. Tel est le ton, et derrière le ton, bien entendu, on perçoit l'immense douleur, le sens du néant. On sent aussi à quel point était authentique cet amour exprimé de la manière la plus gracieuse et la plus joyeuse dans les poèmes antérieurs. Et l'on comprend d'une façon extrêmement concrète, par l'effort de la compassion, ce vers si déchirant: j'étais si près de toi que j'ai froid près des autres. Paul buvait, ses mains tremblaient, et on était vraiment dans tous les sens du terme, dans le noir et dans la nuit. Nous avons eu le sentiment vraiment qu'il allait s'abîmer, couler profond. C'était Orphée sans Eurydice et qui ne serait jamais remonté à la surface du jour. Et c'est le seul moment de la vie de Paul où je l'ai connu presque totalement par instant négatif. Non seulement il coulait à pic, mais il vous entraînait dans ce désespoir, dans cet univers absolument asphyxiant qu'il habitait. Et puis en même temps, il luttait. Il y a un livre de lui qui est peut-être un de ses plus beaux livres qui s'appelle Une leçon de morale. Une leçon de morale, il l'avait construit sur le thème qu'il avait trouvé dans Robinson Crusoe. Robinson, un jour sur son île, prend du papier blanc et sur 2 colonnes écrit « Au bien, ce qui est bien dans sa vie, au mal, ce qui est mal ». Et Éluard a écrit ce livre comme il a vécu ces mois, ces années, au bien et au mal et au bien. Et il y avait en lui cette lutte de l'ombre et de la lumière, du désespoir et de l'espoir, de son malheur à soi et des autres auxquels il voulait continuer à donner. Ces poèmes reflètent cette lutte que nous l'avons vu mener avec des alternatives où on se disait « il est perdu, il ne remontera jamais », puis malgré tout, il remontait. Mais vraiment, j'ai eu peur, mais d'une peur panique. Je me disais, c'est un homme fini, perdu, il ne remontera jamais, et il est remonté. Ce qui l'a aidé à remonter, c'est d'abord le sentiment qu'il y avait les autres, que si son amour avait été blessé à mort, l'amour renaissait. Cette période si noire de l'existence d'Éluard, où il se referme sur lui-même et où véritablement il entre dans le processus de sa propre décomposition, se termine. Et elle se termine par une rencontre qui est la rencontre d'un couple, un jeune couple, qui présente à Éluard l'antithèse de sa propre douleur, la grâce, la beauté, la joie amoureuse. Et c'est à ce jeune couple qu'il va devoir sa propre résurrection. À cette époque, il nous dit lui-même que lui qui avait été jusque-là sans méchanceté, il devint méchant. Il nous dit également qu'il se haïssait tellement qu'il était presque heureux de tant se haïr. Et à côté de lui, ce jeune couple chez lequel apparemment où il habitait ou qui habitait chez lui, je ne sais pas exactement, ce jeune couple, ceux qu'il aimait, comme il le désigne dans la préface au poème politique, ceux qu'il aimait cherchaient à recommencer l'arbre, comme il dit. L'arbre, c'était lui, l'arbre, c'était sa propre virilité, l'arbre, c'était sa vie même. Et pendant ce temps, lui rêvait en pleine terre, en pleine horreur, avec son cœur, avec sa morte, ce qui est bien significatif de l'étrange opération imaginaire à laquelle il se livrait. Eh bien, grâce à l'affection de type sensuel,
que ce couple lui montre, progressivement, le goût de la vie renaît en lui. Et il l'exprime d'une manière extrêmement touchante et assez gauche dans son aveu dans les poèmes politiques. Il dit un ami, une amie, et le monde recommence, et la matière informe reprend encore. De quoi se mêlent les faiseurs de morale? Un homme était rendu à ses semblables, un frère légitime. C'est donc par cette espèce de solidarité des sens que la Renaissance, l'opération du phénix, en somme, se retrouve. La chaleur et le feu de l'amour jouent le rôle qu'ils ont toujours joué chez Éluard, et la vie recommence. Ce qui est remarquable, c'est que cette vie qui recommence pleinement, une fois la mort de Nouche acceptée et dépassée, cette vie, c'est une vie non seulement d'amour érotique avec l'autre, mais c'est aussi une vie de solidarité et d'ouverture aux autres. D'un et de deux, de tous. Je suis le spectateur et l'acteur et l'auteur. Je suis la femme et son mari et leur enfant, et le premier amour et le dernier amour, et le passant furtif et l'amour confondu, et de nouveau la femme et son lit et sa robe et ses bras partagés, et le travail de l'homme et son plaisir en flèche, et la houle femelle, simple et double, ma chair n'est jamais en exil. Jacqueline Duhem. Paul était très pur, comme ça, dans tout, dans ses idées, dans la façon dont il parlait, dont il choisissait ses mots, dont il vivait surtout, parce que même son idéal politique, c'était pour lui une espèce de pureté de vie qu'il recherchait sans arrêt. Il faisait les efforts qu'il fallait pour être comme ça. Et pour lui, l'amour, c'était vraiment l'accomplissement parfait de l'être humain. Et il pouvait aimer que dans la pureté totale. Alors, en passant à travers une femme, puis une autre, mais tout de même, il recherchait toujours un amour, qui soit un très joli amour. C'est pour ça, je crois, quand Nouche est morte, il a beaucoup souffert de ça. Et il a eu beaucoup de mal à vivre, parce que il pouvait pas vivre seul, Paul. Il était toujours une espèce d'enfant très tendre et très chaud, avec besoin de monde, comme ça. Et il n'a pas du tout su vivre dans cette solitude. Alors, il y a eu toutes ces petites amies qui sont restées tellement près de lui, comme moi, comme Odette, comme Diane, comme... Puis, il essayait de concrétiser tout ça à travers un amour. Et il a réussi cette chose extraordinaire de ramener Dominique du Mexique, qui nous a ramené d'abord cette photo, Dominique, très jolie, avec ses beaux yeux tirés comme ça, et ses merveilleux sourcils, là, comme un oiseau. Et il était heureux. Et on était heureux qu'il soit heureux, et... on a compris à travers ça, il n'y a eu aucune difficulté d'arriver après à aimer Dominique et Paul, parce que c'était comme un tout. Paul était toujours l'image même du couple, parce qu'il cherchait la pureté, la perfection dans tout et surtout dans l'amour. Homme, femme, en proie à ce délire qui entoure chaque naissance du souvenir de la seule communion réelle. Homme, femme, qui perpétuellement naissez à l'amour, avouez à haute voix ce que vous ressentez, criez « je t'aime » par-dessus toutes les souffrances qui vous sont infligées, contre toute pudeur, contre toute contrainte, contre toute malédiction, contre le dédain des brutes, contre le blâme des moralistes. Criez-le contre tous les avatars de la vie, contre l'absence, contre la mort. Criez-le même contre un cœur qui ne s'ouvre pas, contre un regard qui s'égare, contre un sein qui se refuse. Vous ne le regretterez pas, car vous n'avez pas d'autre occasion d'être sincère. Tout le bonheur du monde dépend de l'intensité de votre cri, qui passera de bouche en bouche à l'infini. Votre cri vous fera grand, et il grandira les autres. Il vient de loin, il ira loin, il ne connaît pas de limite.
J'avais connu à la faculté des lettres à Bordeaux une jeune fille un peu insolente et pleine de charme que j'avais perdue de vue depuis. Je l'ai retrouvée un jour par hasard dans la rue. Elle m'a dit: à propos, j'aime mieux que tu la prennes par moi que par d'autres. Je vais épouser un de tes amis. J'ai dit: ah oui, Paul Éluard. Mais si Dominique a aidé Paul à retrouver dans les dernières années de sa vie jusqu'à sa mort une harmonie, un équilibre, un bonheur dont nous l'avions cru frustré à jamais, il faut dire aussi que c'est Paul lui-même qui avait opéré en lui-même cette victoire, qui était revenu avec les vivants à la surface de la terre. Dominique a achevé l'œuvre qu'il avait entreprise, mais il avait commencé par se sauver. Tu es venu, le feu s'est alors ranimé, l'ombre a cédé, le froid d'en bas s'est étoilé, et la terre s'est recouverte de ta chair claire, et je me suis senti léger. Tu es venu, la solitude était vaincue, j'avais un guide sur la terre, je savais me diriger, je me savais démesurer, j'avançais, je gagnais de l'espace et du temps. L'amour de l'homme et de la femme, c'est pour Éluard l'analogue de l'éternité. La seule manière de lutter contre le temps qui dévore tout, qui détruit l'existence et toute joie. Véritablement, dans le poème d'Éluard, l'acte amoureux, c'est une perpétuelle création du monde. Il le dit d'une manière saisissante dans tel vers: réunis, chaque fois, à jamais réunis. À jamais réunis, bien entendu, par l'acte d'amour. L'amour, c'est d'abord rencontre des corps, rencontre de deux êtres dans deux corps, dans l'étreinte de deux corps. Et de cette étreinte, Éluard a donné les expressions les plus magnifiques grâce au don de l'image qui lui permettait de transmuer tous les gestes de la rencontre. Dans notre miroir au cœur double, nos désirs ont bâti ton corps. Les épis de ta nudité coulent dans mes veines, le souffle bref de l'ambre dans le vide, le frisson des sillons sur un abîme, le sang ne quitte plus sa proie, sa raison d'être sans passé. Et cette joie des corps qui se retrouvent s'élargit dans un chant à la femme qui est véritablement comme la déesse de cette perpétuelle métamorphose. Je chante la grande joie de te chanter, ô toi qui supprimes l'oubli, l'espoir et l'ignorance, qui supprime l'absence et me mets au monde. Je chante pour chanter, je t'aime pour chanter, le mystère où l'amour me crée et se délivre. La femme ici est véritablement l'instrument de l'éternité, ou même la créatrice d'une éternité qui supprime le temps sous ses trois aspects, le passé, le présent et l'avenir, l'oubli, l'espoir et l'ignorance, et qui ainsi rétablit un monde où l'on peut être tout entier présent. Chez Éluard, la poésie exprime le plus souvent un état de transparence, de limpidité, un état de temps hors du temps, d'arrachement à la durée, une sorte d'extase provoquée par le sentiment amoureux, provoquée par le sentiment de la communion avec autrui. Et entre cet Éluard de la poésie sociale, de la poésie révolutionnaire, et l'Éluard de cette voix intérieure qui exprime des états extrêmement fragiles, fugitifs et intenses, on peut ne pas apercevoir à première vue le rapport. Mais je crois qu'il existe, et qu'Éluard le sentait, c'est que ce qu'il cherche à réaliser sur la terre, dans les faits, c'est une projection de ces états intérieurs dont il a l'expérience, puisqu'il est donné à l'homme de pouvoir être profondément heureux, profondément léger. Le rêve, l'utopie, c'est de réaliser pour tous les hommes et à tous les moments de la vie un état qui se rapproche pour tous autant que possible de cette expérience intérieure du poète.
Il y a évidemment toujours un hiatus entre le rêve de la cité idéale qui ressemblerait à ce royaume du dedans dont le poète possède les clés. Il y a le hiatus entre la mystique et la politique dont parlait Péguy, mais chez Éluard, il n'y a pas de discordance, de séparation profonde entre le poète engagé, le poète résistant, le poète communiste et ce poète de l'amour, de l'effusion intérieure, ce poète des états privilégiés de l'âme. Et ce n'est pas non plus un hasard si, on l'a rappelé souvent, le plus célèbre de ses poèmes, Liberté, a été à l'origine, quand il a commencé à l'écrire, un poème d'amour qui devait se terminer par le prénom de la femme aimée, de la femme adorée par le prénom de Nouche, et soudain, sous la plume d'Éluard, c'est le mot liberté qui est venu. Nous voyons dans liberté se confondre ces deux courants qui sont en Éluard inséparables. Tout d'un coup, ils convergent, ils se nouent, ils aboutissent à ce chef-d'œuvre de sa poésie engagée, qui est en même temps un poème d'amour. L'espace du dedans et la société humaine se confondent, le rêve d'une société meilleure et l'expérience d'un homme pur. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté.